donc ce RSA revisité par le candidat Macron et les réactions que cette idée provoque avec Fabien Recker. C'est écrit noir sur blanc dans son programme présidentiel. S'il est réélu, Emmanuel Macron veut conditionner le RSA à l'exercice d'une activité. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement. Abandonner le caractère sans contrepartie du RSA, une mesure critiquée par l'ensemble des acteurs de la lutte contre la pauvreté. Alors l'entourage du chef de l'État tente de rassurer et insiste sur l'accompagnement des bénéficiaires par la formation. Les personnes avec des problèmes de santé ou des obligations de garde d'enfants ne seront pas concernées, a précisé depuis la ministre du Travail Elisabeth Borne. La droite, quant à elle, reproche à Emmanuel Macron de copier une mesure déjà présente dans le programme de Valérie Pécresse. La candidate LR veut elle aussi exiger des contreparties au versement du RSA. Dans la Nouvelle-France, celui qui touche le RSA donnera chaque semaine 15 heures d'activité à la société. 15 heures hebdomadaires de travail d'intérêt général, une mesure pour laquelle la candidate n'apporte aucune précision concrète de mise en œuvre. À l'extrême droite, on veut aller encore plus loin. Éric Zemmour promet de supprimer les aides aux étrangers extra-européens, même en situation régulière. Il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers. C'est-à-dire qu'il faut enlever le RSA, les allocations logement et les allocations familiales aux étrangers. C'est une économie de 20 à 30 milliards. Comment ? Y compris pour les personnes qui sont en situation régulière. Absolument. Si le durcissement de l'accès au RSA s'est imposé à droite dans la campagne, à gauche, pas question d'y toucher. Anne Hidalgo et Yannick Jadot veulent même l'étendre aux 18-25 ans. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il propose une garantie d'autonomie de 1 063 € net par mois pour tous. 40 minutes de débat tout de suite, c'est notre promesse tous les soirs dans ce sens public, un thème de la campagne ou une proposition d'un candidat ou d'une candidate et on en débat avec des invités politiques. Othmane Nasrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse, vice-président de la région Île-de-France. Rémi Cardon, bonsoir, sénateur PS de la Somme. J'accueille également Pablo Pio-Vivien, responsable éditorial de la revue Regard. Bonsoir Pablo, merci d'être là. Et puis avec nous en duplex, Erwan Balanan qui est député MoDem du Finistère. Bonsoir, merci à vous aussi. Quelques chiffres que je rappelle, le RSA, ça concerne plus de 2 millions de foyers en France, c'est 575 € pour une personne seule, ce sera le montant à partir du 1er avril, et 863 € pour un couple. Othmane Nasrou, comment vous avez réagi en entendant Emmanuel Macron faire cette proposition conditionnée à une quinzaine d'heures, 15-20 heures d'activité ? Écoutez, je suis surpris par le manque d'imagination d'Emmanuel Macron parce qu'il reprend là effectivement une proposition de Valérie Pécresse, mais en même temps il la reprend mal. Et c'est le propre de la contrefaçon, c'est qu'elle est de mauvaise qualité, puisqu'en réalité on découvre qu'il y a des grandes différences, et notamment que la contrepartie qu'il propose n'est pas forcément une contrepartie obligatoire, et donc en réalité, au moment même où il fait cette annonce, il la vide tout de suite de son sens, et je crois que là c'est une marque de fabrique du macronisme, ce fameux en même temps où on fait une chose et on fait son contraire à la fois, ce qui veut dire qu'on ne fait rien du tout. Nous sommes attachés effectivement à cette contrepartie, à la fois pour des raisons d'insertion, mais aussi pour des raisons de dignité aussi des allocataires du RSA, et donc 15 heures par semaine d'intérêt général au service de la collectivité, et bien sûr à l'exception de ceux qui ne pourront pas le faire pour des raisons par exemple de santé. Et donc c'est un engagement qui est très clair de la part de Valérie Pécresse. Des exceptions alors ? Il peut y avoir des exceptions, mais par contre, c'est bien un travail d'intérêt général et c'est bien obligatoire. Autrement, l'allocation peut être suspendue s'il n'y a pas, encore une fois, une vraie raison de ne pas échapper à cette obligation. Ce qui n'est pas le cas chez Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas très bien compris. C'était sur la base du volontariat, comme il l'a dit au début, avant que certains ministres viennent dire des choses un peu contradictoires. On va demander tout de suite à Erwan Balanan s'il a plus de détails aujourd'hui. C'est plusieurs jours après l'annonce d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un mauvais copier-coller finalement de la proposition de Valérie Pécresse ? Ben non, je crois que votre invité, il a assez bien résumé qu'on n'est pas du tout dans le même type de dispositif. Lui, il parle d'intérêt général et j'ai entendu tout à l'heure Valérie Pécresse dans l'extrait que vous avez cité que
l'allocataire devrait quelque chose en retour à la société. C'est pas du tout le dispositif que nous proposons. Le dispositif que nous proposons, c'est de le soumettre à de l'accompagnement. Et l'accompagnement, moi j'ai été président d'une association d'insertion pendant 10 ans. Et je peux vous le dire que si vous n'accompagnez pas les personnes qui sont au RSA, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner par de l'insertion, parfois par un parcours qui peut être un parcours social, un parcours d'une formation, un parcours pourquoi pas d'une activité, mais le président l'a bien dit, à partir du moment où c'est une activité rémunérée, une activité professionnelle, elle sera au niveau du SMIC minimum et elle viendra en complément du RSA. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans un moment où on est en train d'aller, on l'espère, vers le plein emploi, il faut aller chercher les gens qui sont loin du travail. Pour eux, parce que souvent ils ont envie de travailler, ils ont envie de participer à la société, il faut les accompagner. Et tous les exemples d'insertion qui fonctionnent passent par cet accompagnement. Prenons l'exemple, par exemple, du territoire zéro chômeur, qui avait été mis en place par les socialistes et que nous avons, permis que les expérimentations continuent et s'élargissent. C'est aussi la même chose, c'est de l'accompagnement et c'est comme ça qu'on s'en sort, c'est comme ça que les personnes éloignées de l'emploi s'en sortent. Vous aurez tous la parole évidemment dans ce débat, merci de ne pas faire des réponses non plus trop longues. Rémi Cardon, l'insertion, l'accompagnement de ceux qui sont finalement éloignés de l'emploi, voilà l'argument donné par Erwan Balanant. Qu'est-ce que vous proposez et puis aussi quel est votre regard sur cette stratégie, on peut employer ce terme-là aussi, d'Emmanuel Macron? Alors déjà, juste expliquer à la majorité que les départements font déjà un travail considérable sur l'accompagnement de personnes en public, plutôt RSA. Oui. Alors déjà, de sortir de ce genre de proposition aujourd'hui, ça démontre aussi la déconnexion avec les territoires et avec les politiques sociales qui sont mises en place par les départements. Encore, d'ailleurs, vous regarderez dans vos départements où la majorité est LR, vous avez d'ailleurs du mal à le rendre obligatoire et aussi à l'installer sur la partie accompagnement, notamment dans l'Aisne. J'ai un exemple dans l'Aisne où le département de l'Aisne a voulu imposer 15 heures, 20 heures obligatoires aux bénéficiaires du RSA et ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi ? Parce que ça coûtait trop cher en accompagnement et en chargé de mission d'affaires. Mais vous aussi parce que les départements n'ont pas la pleine compétence. Mais vous verrez que c'est un problème de moyens. Parce que comment le problème de Valérie Pécresse, c'est aussi un volet de décentralisation qui répond à votre question. Dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, je ne sais plus quel département, mais il me semble que ce département-là a fait une tentative sur ce sujet, sauf erreur de ma part. Je crois que ce département est LR aujourd'hui en plus. Donc, je vous le redis, les départements n'ont pas la pleine compétence aujourd'hui. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire accompagnement aussi aujourd'hui ? Enfin, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est des chargés de mission. Pourquoi vous dites qu'il y a un sujet de coût quand on demande 15 heures de contrepartie d'activité d'intérêt ? Parce que vous allez devoir mettre des gens, des fonctionnaires, qui vont faire ce contrôle, qui ne sert strictement à rien, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des dispositifs qui sont mis en place, que ce soit avec Pôle emploi ou avec le département. Donc je ne comprends pas en fait l'intérêt. C'est le contrôle de cette activité. Oui, je ne comprends pas mais cette activité elle peut être organisée par les communes et par les départements qui ont des activités d'intérêt général à proposer. Oui. Donc il n'y a pas forcément des fonctionnaires en plus qui viennent contrôler. Bien sûr que si, vous le savez très bien. Alors, c'est exactement pareil. Le coût est très marginal. Le problème, c'est que vous allez avoir du mal à trouver 2 millions de projets comme ça du jour au lendemain pour chacun des bénéficiaires du RSA aujourd'hui, puisque c'est le chiffre que vous avez donné tout à l'heure. C'est 2 millions de personnes qui touchent aujourd'hui le RSA. C'est très compliqué de le faire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que si vous prenez entre 2014 et 2018, vous avez une augmentation des revenus qui sont octroyés au RSA de 25%. Et les revenus d'insertion, eux, ils ont augmenté que de 6%. Donc effectivement, moi j'entends ce que vous dites sur l'accompagnement, la nécessité de l'insertion, etc. La question, en fait, c'est plus une question rhétorique. C'est pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, dans un discours programmatique, est allé mettre en parallèle, en fait, les gens qui sont les plus pauvres de notre société, parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez donné tout à l'heure les chiffres, ça reste en dessous du seuil de pauvreté. Donc on parle de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc vous dites quoi ? Il les montre du doigt ? Mais bien sûr qu'il les montre du doigt. Bien sûr, il est en train d'opposer
les travailleurs et en train d'opposer les Françaises et les Françaises entre eux, et en train de dire, regardez, d'un côté il y a les assistés, il y a ceux qui profitent du système, et de l'autre côté, en fait, il y a les bons travailleurs qui se lèvent tôt le matin. C'est ça qu'il a envie de faire, c'est ce que fait la droite depuis très longtemps. Et le pire, c'est que c'est en train de marcher. Moi, j'ai parlé avec des gens qui touchaient le RSA. Là, depuis que Macron a fait cette annonce, c'est des gens qui me disent, mais en fait, qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, qui sont en survie en fait dans la société. C'est des femmes, parce que dans les gens qui touchent le RSA, il y a 200 000 femmes seules avec enfants. Et ces 200 000 femmes seules, vous croyez que vous allez leur dire, bon, maintenant, vous allez vous mettre à travailler 15 heures? Elles ne sont pas comprises dans le dispositif d'Emmanuel Macron, puisque quand vous avez des obligations de garde d'enfants, vous n'êtes pas compris. Très bien. Allez, on donne la parole à Erwan Balanant là-dessus, parce que voilà, vous venez d'entendre les arguments aussi de Pablo Pio-Vivien, qui dit grosso modo, ce sera quasiment impossible à mettre en œuvre parce qu'on ne trouvera jamais de proposition pour 2 millions de personnes. Et puis 2, c'est une stigmatisation des plus précaires ou des plus pauvres des Français. Que répondez-vous à ça? Alors, déjà, c'est justement une volonté politique affirmée de la part du président et du candidat. C'est de dire qu'il faut accompagner. Et donc, ça voudra dire effectivement qu'on mettra plus de moyens. Tout à l'heure, vous avez parlé des départements. Oui, ce sont normalement les départements qui font le travail d'insertion. C'est leur compétence. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas complètement fait. Donc, il faudra aller plus loin. Et sur la stigmatisation, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, monsieur. C'est de dire qu'on ne peut pas laisser des gens qui sont loin de l'emploi sans solution. On l'a fait pour un jeune, une solution. Ça a fonctionné. On va le faire exactement et il faut le faire pour que justement des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont au RSA, qui ont des difficultés, qui sont parfois des difficultés de logement, des difficultés sociales, c'est tout ça qu'il faut régler pour des allocataires pour qu'ils retrouvent le chemin vers l'emploi. Et c'est ça que nous voulons faire. Et oui, s'il faut mettre des moyens supplémentaires, nous le ferons avec un élément, et je le précise parce que c'est très important. On a d'un côté ces heures d'activité d'accompagnement et de l'autre le versement automatique de ces personnes. Aujourd'hui, c'est 700 millions par trimestre qui ne sont pas touchés. On y reviendra, le versement automatique des aides sociales à la source, évidemment. Effectivement, c'était l'une des propositions d'Emmanuel Macron dont on a un peu moins parlé, je l'admets. 2 sondages, pour éclairer ce débat, pour essayer de voir si cette mesure, cette proposition est populaire ou non. C'est quasiment la même question. D'abord, l'IFOP pour le JDD, 80% des Français sont pour une contrepartie au RSA. Et puis alors, la question de l'Institut CSA, c'est pour CNews. Et là, on a 68% des Français qui pensent qu'il faut une contrepartie d'activité au CSA. Ça fait quand même 12 points d'écart. Bon, notre débat n'est pas sur la qualité des sondeurs, mais ça fait quand même un écart important. Quasiment la même question. Mais je voudrais entendre ce que ça vous inspire, Rémi Cardon. Voilà, cette mesure, elle est aussi populaire auprès d'une partie de l'opinion, une large partie, qu'on soit à 60 ou à 80% de l'opinion française. Et bien, si on pose la question justement aux entreprises du CAC 40 qui ont versé 69 milliards d'euros à leurs actionnaires, un record historique, poser la question si les efforts on les fait, si les actionnaires ont fait des efforts aussi également en temps de crise, parce que moi je pense que en cette période de guerre, vous répondez pas exactement à ma question. Mais si, je vous réponds parce que vous pouvez aussi. Je vous pose plutôt la question sur le fait que aujourd'hui, les efforts, tout le monde doit les faire. Oui. Pourquoi on vise une seule partie de la population? Pourquoi Emmanuel Macron, dans son programme économique et social, a visé 2 symboles de la République, la retraite et le RSA? Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est à droite toute. Le cap est mené maintenant aujourd'hui. Les choses sont claires, de plus en plus claires. Plus on avance dans le temps, plus Emmanuel Macron démontre. C'est une critique qui vaut d'ailleurs aussi pour Valérie Pécresse, qui est sur une ligne, on va pas, alors je ne vais pas dire similaire parce que ça va vous arranger, mais sur la retraite ou sur le RSA, qu'est-ce que vous répondez? Moi, vous savez, tout m'arrange. Simplement, j'ai du mal à croire qu'Emmanuel Macron va faire demain l'inverse de ce qu'il a fait pendant 5 ans sur ces sujets-là, précisément. La critique de Rémi Cardon, qu'est-ce que vous y répondez? Écoutez, je ne comprends pas très bien la critique parce que là, c'est pas une mesure d'économie. Les efforts ne sont pas demandés à tout le monde. Le sujet n'est pas un sujet d'effort là. Le sujet n'est pas un sujet d'effort. Cette contrepartie là, non mais vous parlez des bénéfices. Vous parliez des bénéfices. Je vous ai pas interrompu. Vous parliez des bénéfices des grands groupes. Et là, en l'occurrence, c'est pas un effort. C'est une question d'insertion, c'est une question de dignité. Mais alors encore une fois, moi j'aimerais comprendre parce que la proposition d'Emmanuel Macron, elle est toujours pas claire pour moi. Est-ce que c'est un accompagnement ou est-ce que c'est une activité comme nous on le propose? J'ai cru que c'était un accompagnement, mais c'est un accompagnement. Il n'est pas rémunéré. J'entends qu'il serait rémunéré au SMIC. Tout cela est peu clair parce que c'est improvisé, parce que c'est une démarche purement électorale qui ne débouche sur rien. Mais je ne laisserai pas dire qu'on stigmatise qui que ce soit.
Nous, avec Valérie Pécresse, on n'a jamais parlé de gens qui ne sont rien ou on n'a jamais dit qu'il n'y avait qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Tout travail mérite salaire. Nous pensons que tout revenu mérite aussi une contrepartie à la société. Et ça n'est pas honteux, ça n'est pas infamant, ça ne stigmatise personne. Au contraire, c'est un sujet de dignité. Et effectivement, nous avons des gens qui sont parfois très éloignés du monde du travail. Leur redonner une activité d'intérêt général, c'est important. Et pardon de dire qu'on peut trouver des activités dans le social, dans l'accompagnement des plus vulnérables, au service de la collectivité, à raison de 15 heures par semaine, avec les communes qui sont à la manœuvre. Je crois que ça serait salutaire et que ça réglerait une bonne fois pour toutes ce débat. C'est une proposition qui est claire, mais qui s'inscrit aussi dans un projet global. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur d'autres points. Pablo Pio, un autre mot de réaction. Ensuite, on se penche vers l'exemple allemand. Le problème, en fait, c'est la logique en fait de la droite qui est au gouvernement ou qui est représentée ici par le soutien de Valérie Pécresse. Je ne suis pas au gouvernement, monsieur. La droite n'est pas au gouvernement. J'estime que la droite est au gouvernement. Écoutez, quand on a un candidat qui fait ce type de proposition, en fait, c'est la logique. C'est que je pense que le problème, c'est que la défaillance qu'il y a aujourd'hui dans l'accompagnement de ces personnes qui sont éloignées de l'emploi, elle vient de la collectivité. Or, ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il fait peser cette responsabilité sur les personnes. Il dit, si vous n'avez pas un emploi, si vous êtes au RSA, si vous êtes éloigné de l'emploi, c'est parce que vous avez un problème et vous devriez vous mettre un peu, vous sortir les mains des poches, etc. et aller faire des formations le problème, encore une fois, il vient de la collectivité. C'est les départements, c'est les communes, c'est l'État en général, c'est nous tous finalement qui n'avons pas réussi à faire que ces personnes puissent avoir accès à un travail. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est comme ça, en tout cas, à gauche, on raisonne. Et c'est la différence principale qu'il y a avec la droite. Et c'est pour ça que je mets Emmanuel Macron dans le même sac que vous. Et moi, j'aimerais vous dire pourquoi ça n'est pas de droite sur un exemple précis qui va dans le même sens. Rapidement. C'est ce contrat d'engagement jeune qu'il met en place, qui est pour nous un RSA jeune, une allocation sans contrepartie de 500 € à 500 000 jeunes, qui va être versée d'ailleurs pour la première fois dans quelques jours, à 10 jours de l'élection présidentielle. Eh bien, écoutez, non, c'est un accompagnement. Ça n'est pas une contrepartie, c'est un accompagnement. Il faut pointer à la mission locale. Ça ne mène pas vers un emploi. Il n'y a pas un vrai parcours de formation. Nous proposons que ce soit uniquement quand on est en formation dans un métier en tension qu'on a droit à ce revenu. Allez, qu'il y a un clivage qui est abyssal entre l'insertion et l'assistanat. Emmanuel Macron est du côté de l'assistanat. Je reprends la main, comme promis, avec cet exemple étranger. Bonjour Thomas. Laetitia. Vous m'avez pas dit bonjour. Mais je vous ai dit bonjour tout à l'heure. En général, je suis un garçon poli. Alors, on est allé vers l'exemple allemand mis en place dans les années 2000, c'est ça ? Exactement, c'était sous le gouvernement Schröder entre 2003 et 2005, les fameuses lois Hartz. Hartz, c'était le nom de Peter Hartz, le directeur du personnel de Volkswagen. Et l'esprit, c'est vrai, c'était à peu près similaire à celui de la mesure d'Emmanuel Macron, puisque l'Allemagne souffrait d'un taux de chômage élevé, à peu près 10%. Elle était le mauvais élève à l'époque de l'Europe. On l'a oublié. Et le gouvernement s'était lui aussi lancé dans une réforme des allocations touchées par les chômeurs. Alors les chômeurs, la mesure était la suivante, les chômeurs en fin de droit avaient l'obligation de prendre entre 15 et 30 heures de travail hebdomadaire, et on appelait ces jobs des mini-jobs ou des 1 euro job. 1 euro le job. Pourquoi ? Parce que c'était l'heure de travail qui était rémunérée entre 1 euro et 2,5 euros. C'était obligatoire pour pouvoir continuer à toucher les indemnités. D'accord. Et les allocataires devaient faire entre 15 et 30 heures de ces mini-jobs par mois. Quel résultat ? Très nuancé. Par exemple, vous en parliez tout à l'heure, des travaux qui étaient un peu créés justement parce qu'il n'y en avait pas assez pour répondre soudainement à cette arrivée sur le marché du travail des chômeurs donc de longue durée. Nice Matin avait fait une enquête et ils avaient révélé qu'on avait créé un job qui consistait à faire des puzzles de 5000 pièces pour compter les pièces et pour communiquer aux fabricants s'il en manquait. Voilà, donc c'était vraiment créé du sur-mesure pour pouvoir donner du travail. Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est la Cour des comptes qui s'est penchée sur le cas allemand et qui sort une note en 2013 avec une conclusion très pessimiste. Elle dit les réformes Hartz ont remis en emploi des personnes sur des contrats temporaires ou à temps partiel, ne leur permettant pas de dépasser le seuil de pauvreté. La conclusion, elle est assez simple, Thomas. Finalement, en Allemagne, les chiffres du chômage ont baissé, mais les inégalités et la pauvreté ont augmenté. Juste à noter que concernant ces mini-jobs et les temps partiels, ils concernent 80% des femmes. Ils sont pourvus à 80%
par des femmes. Erwan Balanant, je reviens vers vous. Est-ce que finalement, le fait que le candidat Emmanuel Macron fasse cette proposition, c'est pas aussi une façon d'admettre que le président Emmanuel Macron n'a pas réussi ce qu'il ambitionnait en matière de lutte contre la pauvreté, de réinsertion ? Mais non, justement, moi je suis en totale opposition avec ce que j'entends sur votre plateau de vos invités de la droite de l'échiquier politique ou de la gauche de l'échiquier politique. Et je crois qu'ils mélangent un peu justement tout. On n'est pas, d'un côté, on parle d'intérêt général. On n'est pas sur la question de l'intérêt général quand on parle d'un allocataire. On est sur son intérêt particulier à trouver une solution pour être réinséré, pour reparticiper à la société. Et monsieur Pio-Vivien qui nous dit que c'est que nous stigmatisons et que nous sommes dans quelque chose c'est tout le contraire. Nous sommes en train de dire personne ne doit rester sans solution. Et n'importe quel citoyen français doit être accompagné pour retrouver sa dignité, effectivement par le travail, et parfois ça passe par une formation. Prenons l'exemple de la réussite que nous avons réussi dans ce quinquennat sur la lutte contre le chômage. Et ben, c'est justement parce qu'on a développé des offres de formation, qu'on a réformé l'apprentissage, qu'on a réformé la façon dont les pôles emploi travaillaient, qu'on a réussi à baisser le chômage. Et il faut avoir la même démarche sur la question des personnes éloignées de l'emploi et des personnes qui sont aujourd'hui au RSA. Voilà, et on est vraiment sur une position d'équilibre. Il faut aller les chercher, les accompagner et les remettre au travail. Et c'est des gens qui ont envie de travailler. Moi, j'ai été, je vous l'ai dit tout à l'heure, président d'une association d'insertion. Il n'y a personne qui aime rester chez lui à rien faire. Bon. Ça n'existe pas. Et les gens, une fois qu'on les accompagne, qu'on leur a donné les clés, ils ont envie de travailler et généralement, ils retravaillent et il y a des beaux succès de réussite. Pardon de vous interrompre. Rémi Cardon, on va écouter votre candidate Anne Hidalgo. C'était ce matin sur France 2, justement à propos des plus précaires de nos concitoyens. Elle évoque la souffrance sociale de nombreux Français. Plutôt que de stigmatiser les plus fragiles, les pauvres, il ferait mieux de prendre conscience de la réalité sociale du pays, de cette souffrance sociale. On n'a pas besoin de stigmatisation. On n'a pas besoin d'opposer les Français, ceux qui travailleraient, ceux qui ne travaillent pas. Et ça, je crois que c'est de droite et de droite. Proposition de droite et de droite, dit Anne Hidalgo à propos de cette réforme du RSA évoquée par Emmanuel Macron. Que propose votre candidate pour les plus précaires ? Nous, c'est très simple. On avait une idée assez phare sur, ça a été dit tout à l'heure, le territoire zéro chômeur. C'était lancé, ça a été repris par Laurent Grandguillaume, qui a continué avec la majorité présidentielle. Sauf que nous, là, on va un peu plus loin, notamment sur la partie emploi vert. On est aussi dans une logique d'utiliser un dispositif existant, le territoire zéro chômeur, dans les territoires, pour l'amplifier à une dimension et en prenant parti justement sur la transition écologique. Donc c'est le territoire zéro chômeur, vous pouvez nous le rappeler, en fait il y a quand même une contrepartie aussi, c'est ce principe-là. C'est de lutter contre le chômage de longue durée. Donc ça touche essentiellement des personnes. Et donc c'est les obliger à certaines heures pour la collectivité, c'est exactement le principe, bien sûr. Donc qu'est-ce qui bloque alors avec la mesure d'Emmanuel Macron ? Mais en fait la mesure d'Emmanuel Macron c'est juste un symbole pour attirer des électeurs de droite. C'est juste ça la mesure d'Emmanuel Macron en fait en réalité. Il y a des choses qui existent déjà, les départements font des choses dans les territoires. C'est pour ça moi j'ai l'impression d'avoir un débat où on fait en fait un débat de la primaire de la droite en fait. Voilà. Non mais d'abord, encore une fois, Emmanuel Macron, vous voyez qu'il a rétropédalé sitôt qu'il en a fait l'annonce. Tout de suite, ça n'est plus une contrepartie, c'est une formation, j'entends à l'instant, donc on voit tout de suite qu'il y a un malaise au sein de la majorité parce qu'il n'est pas clair sur ce sujet. Mais pardon, moi je constate qu'effectivement, quand vous faites cette expérimentation des territoires zéro chômeur, quand c'est les socialistes qui le font, il n'y a pas de problème, et quand c'est Valérie Pécresse qui le propose, on parle de stigmatisation. Ça n'est pas possible. Bon, est-ce que ce système fonctionne aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut le réformer ? Et ce chiffre, la source et l'adresse, 34% des foyers éligibles, ça représente quand même 600 000 ménages qui ont droit au RSA, se retrouvent finalement exclus parce que c'est ce qu'on appelle le taux de non-recours au RSA. Et effectivement, dans les propositions évoquées par le candidat Macron, il y a cette idée d'un versement automatique des aides sociales à la source. Erwan Balanant, ça pourrait marcher comment ça ?
Ça va être mis en place. On a réussi à faire l'impôt à la source. Tout le monde nous disait que ça serait pas possible. On réussira à faire cette prestation sociale à la source de la même façon. Je sais pas exactement comment techniquement ça va fonctionner, mais en tout cas, l'idée, elle est là. C'est que chaque personne dans notre pays qui a le droit à des aides sociales les touchera. Et ça, c'est important. Et ça, j'attends vos deux invités de gauche me dire que c'est une mesure de droite. Je l'attends avec impatience. Parce que justement, c'est une mesure... Vous avez beaucoup parlé, j'essaye d'équilibrer le temps de parole. Pablo Pio-Vivien là-dessus. Non mais c'est pas, vous avez raison, c'est pas forcément une mesure de droite, mais moi je pense qu'en fait il faut distinguer deux choses. En fait, d'une part, il y a la question de la solidarité. C'est ça le RSA. Le S de RSA, c'est solidarité. Ouais. Et donc il faut absolument empêcher quiconque de tomber dans la pauvreté, voire dans l'extrême pauvreté. Donc il faut avoir ces revenus minimaux, peu importe les cas de figure. On doit pouvoir vivre correctement. Et donc le versement automatique des aides sociales, c'est une bonne idée. Exactement, c'est une très bonne idée. Et il faut renforcer le RSA, il faut le passer au-dessus, bien sûr, du niveau de pauvreté. C'est inadmissible qu'il soit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Et dans un autre temps, il y a la question de l'accompagnement et de l'insertion, dont monsieur le député Modem a parlé tout à l'heure. Mais en fait, il faut décorréler les deux. Corréler les deux, c'est là que je vous dis, vous êtes de droite si vous corrélez les deux. La solidarité n'a rien à voir avec l'obligation d'aller travailler ou l'obligation de faire des formations, etc. Parce que c'est une carotte, parce que qui dit quand Emmanuel Macron fait cette proposition-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, si jamais vous ne faites pas ces 15 à 20 heures, je vais vous retirer le RSA. Vous ne serez plus éligible au RSA. Et c'est là que ça devient dramatique. On ne peut pas laisser des gens, même s'ils ne veulent pas faire ces 15 à 20 heures, on ne peut pas les laisser tomber dans l'extrême pauvreté. Erwan Balanant, rapidement. Vous avez l'air très éloigné de la réalité du travail d'insertion. Vraiment, moi je peux vous le dire, tout ce qui fonctionne sur le travail d'insertion, c'est quand on accompagne les gens. Et quand on laisse les gens sans solution, on les perd. Et c'est là qu'ils tombent dans la grande pauvreté. Je vous dis pas qu'il faut pas les accompagner. Dans la grande pauvreté. Et moi, j'ai rencontré des gens qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient toucher le RSA. Et le fait qu'ils touchent le RSA, c'était le début de la bouée de sauvetage qui permettait de mettre en place un parcours. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça que nous allons faire avec cette automaticité qui va permettre à des gens de ne pas sombrer et cet accompagnement qui va permettre à ces gens de décoller. Othman Nasrou, vous avez, je crois, une question pour Erwan Balanant. Oui, très simple. Est-ce qu'il y aura des cas où le RSA sera suspendu ? Si c'est un accompagnement, il ne peut pas être suspendu. Donc, Valérie Pécresse, on est très clair. Si sans motif valable, il n'y a pas ces 15 heures d'activité d'intérêt général, le RSA sera suspendu. Est-ce que c'est également votre cas ? C'est toute la différence entre votre système où on doit quelque chose à la société et notre système qui est un système humaniste qui fera en sorte de sortir des gens d'une situation de précarité. Donc, il n'y a pas de contrepartie, c'est sur la base du volontariat. Et donc, en fait, l'annonce d'Emmanuel Macron était un piège. C'est exactement la différence entre un programme progressiste et humaniste et un programme de droite et conservateur comme le vôtre. Donc, vous nous confirmez qu'il n'y a pas de contrepartie, contrairement à ce qu'a indiqué Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Les contreparties, c'est ce qui est marqué dans le programme, c'est un accompagnement. On ne laisse pas les gens sans solution. Vous ne suspendrez jamais le RSA à personne. C'est ce que vous venez de dire. Comment ? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il faut le suspendre. Oui, tout à fait. Bon. Mais moi, je ne suis pas le président. Les choses sont claires. Comme toute mesure, elle est. Mais écoutez, si vous, député macroniste, vous n'êtes pas certain de ce que veut le président de la République, il y a peu de chances qu'il le mette en œuvre. Elle sera peut-être détaillée par le candidat dans quelques jours. On n'est pas certain de son programme. Bon. Je propose à Fanny Conquis de nous rejoindre pour évoquer comment le Sénat, bonsoir Fanny, bienvenue, a déjà travaillé sur ce sujet. Évidemment, il en a souvent été question ici, et notamment à droite. Oui, effectivement. Le RSA, un sujet dont il est souvent question à droite. Thomas, et un des axes majeurs, on l'a vu, c'est le retour à l'emploi. Faire en sorte que les allocataires soient actifs, mettre en place un retour durable dans l'activité. Et au Sénat, effectivement, il y a eu une proposition de loi qui a été déposée et adoptée l'année dernière. Un texte de Claude Maluret, sénateur de l'Allier, qui fait partie des macronistes. C'est le président du groupe Les Indépendants des Républiques et Territoires. En avril 2021, donc l'année dernière, les sénateurs avaient en effet adopté cette proposition de loi dont l'objectif était de favoriser le retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA. Le texte permettait aux allocataires de cumuler les revenus d'une activité salariée et le revenu de solidarité active pour une durée d'1 an qui ensuite a été porté à 9 mois. Donc je vous propose d'écouter Claude Maluret à ce sujet. Il explique la tonalité de ce texte. C'était donc en séance l'année dernière au Sénat. Écoutez. Actuellement, une personne sans emploi qui arrive en fin de droit et perd son allocation chômage perçoit le RSA.
Elle perçoit aussi des APL et un ensemble de droits connexes, tels que la CMU-C, l'accès à des tarifs sociaux pour l'électricité, la cantine scolaire, les transports, etc. Lorsque cette même personne retrouve un travail, elle va très rapidement perdre la totalité du RSA et l'ensemble de ses droits, ou en tout cas une bonne partie, au profit de son nouveau salaire et de la prime d'activité, soit 200 € par mois en moyenne. La perte des minima sociaux et des droits connexes n'est compensée qu'en partie, en particulier pour les contrats à temps partiel, par la prime d'activité. On n'enlève pas une béquille à une personne longtemps immobilisée qui vient tout juste de se remettre à marcher. Mieux vaut lui laisser la possibilité de s'en servir jusqu'à ce que sa démarche plus assurée lui permette de se mouvoir librement sans cette aide. Alors, sur la base d'une initiative du département de l'Allier, le texte prévoyait une expérimentation locale pour une durée de 4 ans dans les départements volontaires, avec par exemple une insertion dans les TPE, les PME locales. Ensuite, pour évaluer s'il fallait généraliser le dispositif, s'il était efficace, une évaluation a été prévue sur la base de rapports établis par les départements, justement, et par le gouvernement. Mais si le texte a donc effectivement été adopté au Sénat contre l'avis du gouvernement, cette proposition de loi n'a finalement jamais vu le jour. En effet, jusqu'à maintenant, le texte n'a jamais été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le texte n'a donc pas été débattu par les députés et cette loi n'a donc jamais été promulguée. Merci Fanny. Histoire parlementaire finalement intéressante à raconter. On est dans une autre proposition, Rémi Cardon, cumuler les revenus d'une activité salariée avec le revenu de solidarité active pour faciliter finalement le retour à l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien la formule finalement de Claude Malhuret quand il dit on n'enlève pas une béquille à une personne longtemps immobilisée qui vient tout juste de se remettre à marcher. Ça existe sur des incubateurs d'entreprises. Ouais. Je crois qu'il y a des dispositifs, en tout cas dans ma région, c'est le cas. Il y a des associations qui s'appellent la BGE qui accompagnent les entrepreneurs à créer leur entreprise et donc ils sont incubés et donc ils ont tout le bénéfice qu'ils font de leur entreprise, ils le reversent dans l'incubateur et ils détiennent toujours leurs droits sociaux avec le RSA. Donc ça existe sur des cas particuliers, on va dire ça comme ça. Donc l'idée, vous la trouvez plutôt j'ai envie de vous dire, c'est juste la moindre des choses, mais encore faut-il peut-être revaloriser aussi le RSA et puis peut-être l'ouvrir. Parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des catégories d'âge qui sont exclues du revenu de solidarité. Alors, Othman Rassou, est-ce que, effectivement, en contrepartie de la mesure que propose Valérie Pécresse, c'est-à-dire vraiment de conditionner le RSA à cette activité, et donc ça veut dire que s'il y a un refus d'activité, on ne verse plus le RSA, est-ce que vous proposez d'augmenter le RSA, par exemple ? Mais d'abord, j'aimerais rappeler qu'on est en train de revenir en réalité avec Valérie Pécresse à la philosophie même du RSA. Parce que si effectivement le S voulait dire solidarité, le A voulait dire active. Et dès l'origine, il y avait un RSA socle et ensuite une partie qui pouvait se cumuler avec un revenu. Ce sont 10 années de socialisme, c'est mon sentiment, avec François Hollande et avec Emmanuel Macron sur ce sujet, qui ont conduit à détricoter ce RSA et à en faire un revenu qui malheureusement aujourd'hui n'est plus un revenu d'insertion. Et c'est ça qui est dommage. Et donc en l'occurrence, pour vous répondre très clairement, pour moi l'objectif n'est pas de revaloriser le RSA, c'est de faire en sorte que le RSA soit transitoire et que rapidement ce soit l'emploi qui prenne le relais. Et donc cette idée selon laquelle il faut que les gens restent au RSA le plus longtemps possible et qu'il n'y ait jamais d'autres perspectives, je ne m'y résous pas. Et donc dans le projet de Valérie Pécresse, vous avez aussi beaucoup d'autres mesures et je ne crois pas du tout que nous en soyons au plein emploi comme je l'ai entendu tout à l'heure. Au contraire, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens, nous ne sommes pas si bons que ça sur les chiffres de l'emploi. Et donc je crois qu'il y a un gros travail à faire, y compris de libération des énergies, de création d'emplois et de formation professionnelle. Mais je ne crois pas que renforcer les revenus d'assistance ce soit la bonne solution parce que ça doit être des revenus transitoires. Pablo Pillot-Vivien, c'est vraiment deux philosophies différentes. Oui, oui, c'est vraiment deux philosophies complètement différentes. Moi, j'aimerais juste revenir une dernière fois, en fait, et c'est, pour tous les gens qui nous écoutent et peut-être les gens qui sont aussi autour de cette table, en fait, vous mettre à la place de quelqu'un qui aujourd'hui reçoit le RSA. Donc, encore une fois, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Au contraire, on cherche des solutions. Oui, on cherche des solutions. On a le droit mais en fait, imaginez que la proposition d'Emmanuel Macron, en fait, il s'adresse à des gens qui déjà galèrent pour trouver un logement. Oui, peu importe. Ou celle de Valérie Pécresse. C'est-à-dire que on est déjà sur des gens qui galèrent pour avoir un logement, qui galèrent en fait pour trouver un emploi, parce qu'on leur propose des formations, mais en fait, ces gens, ils sont aussi parfois dans la recherche d'un emploi. Donc, ça veut dire que pendant 15 à 20 heures, on les empêche de chercher un emploi, on leur dit faites une formation. Et la troisième chose, c'est que c'est des gens essayer de vivre avec moins de 600 € par mois. C'est une épreuve de toutes les
les heures, de toutes les minutes. Et ça nécessite en fait un engagement de la personne qui parfois c'est 24 heures sur 24. Donc leur dire en plus de ça, on va vous rajouter un truc par-dessus parce que vous êtes fautif, parce que c'est à cause de vous, c'est parce que c'est de votre faute si vous ne travaillez pas aujourd'hui. C'est peut-être pas ce que vous dites vous, mais c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il parle de ceux qui ne sont rien et qu'il faut traverser la rue pour avoir un job. Je trouve ça absolument, je vais dire un mot grossier, mais absolument dégueulasse. Mais vous qui connaissez bien les allocataires du RSA, visiblement, dites-nous, mais vraiment, c'est une question très premier degré. Il n'y a aucun cynisme. Si, par exemple, on propose à une personne qui a le RSA d'avoir cette activité qui permet effectivement, in fine, parce que j'espère quand même que le politique a des visées plutôt positives, de l'insérer, de la réinsérer, de la raccrocher à la société. Quel est le problème? En fait, comment... Il n'y a absolument aucun problème, mais encore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous proposez, s'il y a une démarche, mais sans parler en fait de conditionner le RSA à cet accompagnement, à cette insertion, il faut complètement décorréler les deux. En fait, c'est la terminologie qui ne va pas. Bien sûr, c'est la terminologie. Bien sûr, c'est de là que vient la stigmatisation. Sinon, bien sûr qu'il faut accompagner les gens pour les réinsérer. Ils refuseraient. Peut-être qu'ils ont une santé mentale qui est... Exactement, il y a les accidents de la vie, il y en a plein. Je vais redonner la parole à Erwan Balanant qui veut la prendre et qui nous fait signe. Mais d'abord, on va écouter, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, finalement, si on essaie de se poser la question de l'applicabilité, le mot n'est pas très joli, de cette mesure. Écoutez ce qu'en dit Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, c'était sur notre antenne ce lundi. La difficulté, c'est de trouver, je crois qu'il y a 500, je ne sais plus le chiffre exact, 500 000 personnes qui sont... Suffisamment de formation, c'est ça, pour ces gens-là? Suffisamment de débouchés. Le principe me paraît, philosophiquement en tout cas, entendable. La difficulté, c'est de trouver des entreprises, des formations ou des associations pour les accueillir. Erwan Balanant, est-ce que c'est réaliste finalement cette mesure? Je rappelle 2 100 000 personnes qui sont bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Eh ben, il faut justement mettre les moyens pour que ça devienne réaliste. C'est tout l'enjeu. Et tout à l'heure, M. Pio-Vivien disait on va les empêcher d'aller trouver un emploi parce qu'on va leur prendre par cette activité, ça va les empêcher. Mais non, mais ça peut justement être ça l'activité. L'activité, ça peut être d'apprendre à rédiger un CV, à retravailler, à faire un parcours de compétences, un bilan de compétences. Rien du tout là, monsieur. Ça existe déjà. Mais non. Ça existe déjà, tout à fait. Ça existe déjà. C'est d'entendre ça quand. Allez voir à Pôle emploi. Et sur la base du volontariat, comment ça fonctionne. Il n'y a rien de ça. J'y étais à Pôle emploi et j'étais à l'instant dans ma circonscription. C'est pour ça que je suis pas avec vous, avec des acteurs de l'emploi. Donc ça tombe très mal. Je connais ce sujet assez bien. Donc c'est justement effectivement ce qui se passe, mais pas pour tout le monde. Et il y a des gens qu'il faut accompagner plus qu'elles ne sont aujourd'hui. C'est tout. Et c'est pas du tout une volonté de stigmatiser. C'est une volonté d'être efficace et d'arriver à un résultat. Parce que moi, personnellement, je ne tolère pas une société, et là je pense que je rejoins tout le monde sur ce plateau, enfin j'espère, une société où des gens sont désinsérés, où des gens sont exclus de la société. C'est tout, et c'est ça qu'il faut aller faire. Il faut aller chercher au cas par cas chaque personne et les aider. Merci, je redonne la parole à Laetitia Krupa. Oui, Rémi Cardon, juste une question. Les allocataires du RSA sont déjà suivis par des employés de Pôle emploi dans ce chemin de réinsertion? C'est ce que vous nous dites? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est dit par monsieur, là, le fait de faire un CV ou autre, il existe déjà des ateliers. Il y a des structures qui font ça. Oui, mais est-ce que chaque allocataire du RSA est suivi ou pas? Non. Bah, si, la majeure partie. Ils peuvent. On peut pointer à Pôle emploi, même quand on est éloigné de l'emploi depuis très longtemps. Mais pour le coup, ce n'est pas une obligation. Mais ça, c'est le travail, justement, de la collectivité, de la puissance publique en général. En fait, d'aller, vers ces gens qui sont, comme le monsieur l'a dit, exclus, éloignés de tout, et aller les chercher. Mais moi, j'entends tout à fait ça. Il faut le faire. Mais je ne vois pas le rapport avec le RSA. Othman Nasrou, je vous propose de réagir aussi à ce que disait Geoffroy Roux de Bézieux, parce que finalement, vous êtes sur une ligne peut-être presque encore un peu plus dure, on l'a compris, que celle d'Emmanuel Macron. Mais quelle formation, quel processus d'accompagnement, il faut les trouver, les 2 millions de stages ou de formations? Alors encore une fois, nous ne sommes pas sur des formations, des stages, et vous avez raison de dire que c'est différent de la proposition d'Emmanuel Macron, dont on voit qu'en réalité elle n'était qu'une annonce. Nous, c'est de l'activité d'intérêt général. Nous avons dans notre pays des communes, des départements qui cherchent des volontaires sur tout un tas d'activités au service de la collectivité. Finalement, soyons très clairs. Soyons très clairs. C'est ça que j'essaie de comprendre. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment de l'emploi? Parce que finalement, ces travaux d'intérêt général, ils pourraient être assurés par des gens qui cherchent
cherchent un emploi. Je ne crois pas à cette idée que le travail se partage, comme c'est un débat noble, beaucoup de gens à gauche le pensent, et en l'occurrence, on ne parle pas tout à fait d'activités qui auraient été rémunérées autrement. Je parlais du service de la collectivité, on peut imaginer effectivement de l'aide aux personnes vulnérables, un travail de nature associative, mais au service de la collectivité. Mais ce que je veux préciser simplement pour que ce soit bien clair, si évidemment un allocataire du RSA, on ne lui propose pas, nous proposons aussi d'augmenter le nombre de services civiques. Mais en l'occurrence, mais ça concerne que les jeunes, le service civique. Ça ne concerne que les jeunes. Mais en l'occurrence, si un allocataire du RSA ne se voit pas proposer une activité de ce type-là, bien sûr qu'il gardera son allocation. Hein. Donc si on n'est pas en capacité d'en fournir suffisamment, eh bien évidemment qu'on ne pénalisera personne. Et nous ne proposerons pas des missions qui sont à l'autre bout du département. Enfin, tout ça doit être fait intelligemment. Mais il y a un principe qui est posé par Valérie Pécresse, qui est si on bénéficie de la solidarité nationale, eh bien il faut qu'il y ait une contrepartie au service de la collectivité. C'est ça le principe. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat et j'espère que ça vous a aidé, téléspectateurs, à faire votre choix et à mieux comprendre ce que proposent les uns et les autres sur la question de la précarité, de la lutte contre la précarité et du retour à l'emploi pour ceux qui en sont éloignés depuis trop longtemps.